Ok, micro activé. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire une vidéo sur la crise existentielle, notamment dans sa vingtaine, et que je l'ai pas fait parce que je savais pas si j'étais toujours dedans ou pas. Et là, en ce moment, je me suis dit que c'était le moment idéal de faire une conclusion sur tout ça. Je suis en train de préparer une vidéo sur la crise existentielle et les conseils que je peux vous donner pour en sortir. En attendant, ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, et je me suis dit que j'allais profiter de cette vidéo pour faire une sorte de FAQ où je peux partager moi personnellement ce que j'ai ressenti et comment j'en suis sorti, et tout ça d'un point de vue de mon expérience personnelle. Voilà, je me suis dit que cette vidéo elle sera beaucoup plus simple à faire que si je faisais une vidéo compliquée. Elle va sortir bien sûr, je suis en train de la préparer, mais cette vidéo là je veux qu'elle soit assez pertinente parce que j'ai des trucs à dire, et celle-là je peux la faire en mode un peu plus relax où je peux vous parler directement. Donc cette vidéo elle va être un peu en mode FAQ, c'est des questions que j'ai collectées durant ces 2-3 années, et j'ai aussi ajouté quelques questions que j'ai trouvées pertinentes, que je me suis posées à moi-même et qui vont vous aider peut-être à mieux appréhender mon expérience. Bref, le but de cette vidéo, c'est que j'espère que mon expérience, elle va pouvoir vous aider. Et ça va être une vidéo un peu chill, peut-être même un peu longue. Du coup, j'espère qu'il y aura une de ces questions qui va vous aider à mieux aller, à avancer. Le micro fourchette fonctionne et c'est parti. Est-ce que tu as un moment précis en tête où tu as réalisé que tu faisais une crise existentielle et un moment où tu t'es dit, ça y est, c'est fini? En fait, il y a deux moments précis qui m'ont fait réaliser que je ne pouvais pas continuer à vivre de la manière que je voulais. Et je crois que ma crise existentielle arrivait suite à ces deux conclusions. En fait, la première fois que j'ai eu un déclic, c'était pas vraiment un déclic, c'était juste un truc qui m'a fait dire c'est pas possible de vivre une vie comme ça. C'est en fait un été où, avant je travaillais dans la restauration, c'est un été où j'ai travaillé presque 80 heures par semaine pendant un mois. Et il y a une journée où j'ai fait peut-être, je sais pas, j'ai travaillé depuis 10 heures du matin jusqu'à 5 heures du matin suivant, parce qu'on était en sous-effectif et qu'il fallait que je termine des trucs à faire dans la cuisine, en salle. Bref, j'étais en gros sous-effectif, du coup j'avais travaillé intensément. Et à 5 heures du matin, je suis sorti et j'étais sur le garage du parking du restaurant. J'étais prêt à rentrer chez moi et je me suis juste posé pour allumer une cigarette. Et je me suis dit que c'était pas possible de continuer à vivre comme ça. Moi qui pensais que dans la vie, il fallait travailler dur, comme mes parents me disaient tout le temps, je me suis dit que pour moi, à 26 ans, c'était pas possible pour moi de continuer à vivre de cette manière-là. Et que je pourrais pas tenir ce rythme-là toute ma vie en fait. Ça, c'était le premier déclic. Le deuxième déclic, il a été durant le Covid. Pas longtemps après cette expérience-là, j'ai décidé de démissionner et le Covid est arrivé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier confinement s'est assez bien passé parce que c'était nouveau, tout était cool, tout était nouveau. Il y avait un peu cette ambiance de fin du monde. Mais quand le deuxième confinement est arrivé, je suis tombé un peu dans une sorte de dépression, je crois, ou alors une grosse déprime. Et en fait, j'étais en train de réfléchir beaucoup. En fait, le confinement, cette période où je suis resté longtemps chez moi, ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Ça m'a fait être très introspectif et j'ai réalisé en fait que je pouvais pas continuer et retourner à ma vie d'avant comme ça. À l'époque, je pensais peut-être monter en carrière, monter en grade, aller dans des restaurants plus luxueux, mais même je me suis dit que en fait à ce moment-là, ça m'intéressait plus. Il fallait que je change quelque chose. Et surtout, je crois qu'il y a eu beaucoup la pression de mes parents à ce moment-là qui m'a fait me dire ok, j'étouffe là en ce moment dans cette vie que j'ai, il faut que j'aille ailleurs et il faut que j'aille voir autre chose. Et du coup, je peux pas dire que j'ai eu un moment où je suis entré dans cette crise existentielle, mais je sais qu'il y a eu une période où en fait tout m'a fait me réaliser que j'étais dans une crise existentielle. Et plus que ça, en fait, quand j'ai réalisé que j'étais dans une crise existentielle, ça faisait longtemps que j'y étais du coup. Et en fait, c'est petit à petit quand j'ai regardé sur internet, quand j'ai lu des livres, que j'ai commencé à mettre des mots sur ce truc-là et que j'ai compris que ce que je faisais à ce moment-là, c'était une crise existentielle. À l'époque, je pensais que c'était juste une baisse de motivation, qu'il fallait juste que je trouve un but à faire, qu'il fallait juste que je me fixe des objectifs à nouveau. Mais c'est vraiment ce terme-là, et notamment un livre dont je vais vous parler un peu plus tard, qui m'a fait réaliser qu'en fait j'étais dans une crise existentielle. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de partager la vidéo que j'ai fait, où j'ai essayé de mettre un peu un point sur mes sentiments et ce que je ressentais. Du coup, pour poursuivre la question, est-ce que ça s'est fini? Bah en fait, je fais cette vidéo-là un peu 2-3 ans après cette FAQ parce qu'en fait, pendant 2-3 ans, j'ai jamais été sûr que je sortais de ma crise existentielle, parce qu'il y a toujours eu des moments où je me sentais très bien et des moments où je me sentais moins bien. Et là, en fait, ce qui me fait me dire que là, c'est bon, c'est terminé,
terminé, c'est que d'une part, j'ai appris à me connaître. Je crois que j'ai plus vraiment envie de me connaître davantage, ou plutôt, j'ai pas envie d'explorer cette partie-là où je suis à fond dans le développement personnel, j'ai besoin de savoir qui je suis, etc. Cette partie-là, elle est un peu terminée. Et aujourd'hui, je sens que je suis assez tranquille avec moi et que je suis fier de moi et que je sais que je vais découvrir des choses sur moi plus tard, mais que pour l'instant, ça va quoi. J'ai pas envie de me focaliser sur la découverte de moi-même. La deuxième chose, c'est que je crois que je sais où je veux aller avec ma vie maintenant. Je sais ce que je ne veux plus dans ma vie et je sais où je veux aller dans ma vie. Ce qui fait que j'ai plus vraiment ces soirées où je suis un peu en mode mélancolique. J'en ai toujours bien sûr, mais je suis pas en mode c'est quoi le but de la vie, etc. Je me pose beaucoup moins de questions et je sens que même moi, émotionnellement, je vais beaucoup mieux et je suis plus sûr de moi. Tout un tas de choses, de petits indices qui me fait me dire que bon, c'est bon, cette crise existentielle, elle est passée, elle aura duré 2-3 ans, mais maintenant, je sais que je suis un peu dehors. Bien sûr, il y a des moments où je ressens un peu un manque de sens dans ma vie, mais maintenant, c'est plus court et je sais que j'ai juste à me fixer des objectifs en fait pour avancer. Bref, voilà. Ok, comment ta crise a-t-elle influencé ta vie quotidienne, tes relations et tes activités? Du coup, à l'époque, quand j'étais dans ma crise existentielle, en fait, le truc, c'est que j'ai beaucoup essayé de m'évader de ma vie normale. Ma vie était banale à l'époque. Je veux dire, je travaillais, je sortais, j'avais une copine, j'avais ma voiture, j'avais un endroit où je vivais, j'avais mes potes, etc. Ma vie en soi, elle était plutôt normale. Et rien dans cette vie-là ne me satisfaisait en fait. J'avais toujours l'impression de faire les choses pour les autres et jamais pour moi-même. Et en fait, la crise existentielle, quand elle est arrivée, je l'ai sentie parce que je me sentais déconnecté de cette réalité-là. Je me sentais déconnecté des gens qui étaient autour de moi. Les gens me disaient des trucs genre ouais, faut trouver une maison, etc. Faut commencer à penser à se marier, faut avoir un plus gros salaire. Et de rien de ce que me disaient ces gens-là, il y avait quelque chose, il y avait rien du tout qui me motivait et qui me faisait envie en fait. Et je me suis dit juste c'est des codes qu'il faut respecter et que je me sentais obligé de respecter moi aussi. Et du coup, pendant longtemps, une forme de m'échapper de ces trucs-là, ça a été d'aller dans les jeux vidéo. Ça a été l'alcool. Ça a été ces activités que les mecs ils font quand ils sont seuls. Vous voyez de quoi je veux parler. Bref, j'ai cherché pendant longtemps à m'évader à travers des activités qui étaient addictives. Et l'un des plus gros trucs, par exemple, pour moi, ça a été la cigarette. La cigarette, ça a été toujours ma forme d'évasion la plus intense. Parce que dès que ma vie allait mal, je commençais à fumer. Et là, ça va faire 2-3 ans que je fume plus, que j'ai pas envie de toucher à la cigarette. Mais la cigarette, ça a été vraiment un moyen pour moi de m'évader de la réalité, en fait. C'était pour moi un moyen d'atténuer, tu sais, la souffrance que je ressentais tous les jours. Et je pense que c'était ça mon problème à l'époque, c'est que la vie que je vivais, elle me donnait tellement pas envie, elle me faisait tellement souffrir qu'il fallait des trucs pour quelque sorte m'anesthésier de cette routine que j'avais. Un peu plus tard, quand je suis profondément arrivé dans ma crise existentielle, quand j'ai senti que j'en pouvais plus, elle a influencé mes relations, elle a tout influencé parce que j'étais déjà plus colérique, j'étais moins stable émotionnellement, je faisais la morale aux gens aussi. Pourquoi tu dis ça? C'est juste des codes de la société que... Pourquoi tu dis ça? C'est pas un truc que j'ai envie. Je me prenais beaucoup plus la tête avec mes parents. Je me suis beaucoup pris la tête avec mes parents parce que je sentais que, tu sais, à ce moment-là, dans la crise existentielle, je cherchais un échappatoire, je cherchais une réponse et mes parents, ils n'arrêtaient pas d'essayer de m'enfermer dans une espèce de prison, tu sais, dans une prison de vie, avec toutes ces attentes qui me disaient qu'il fallait que je reprenne les affaires de la famille, il fallait que je les aide, etc. Et tout ça, ça m'a fait me sentir super emprisonné, ce qui a fait que j'ai eu beaucoup de conflits avec mes parents et que j'étais très énervé avec eux, presque tout le temps en fait, parce que ils essayaient de m'enfermer dans une vie que je voulais pas et moi j'essayais de trouver une solution et je voyais que eux ils m'enfonçaient encore plus profondément dans cette crise. Et le truc c'est que je me sentais coupable de ça en plus. Il y a un moment où j'avais juste envie d'être seul, ce qui était difficile parce que je vivais avec ma sœur à ce moment-là, mais j'avais vraiment besoin d'être seul. Et quand j'ai pu sortir de chez moi, je suis direct parti voyager, pas à l'extérieur de la France parce qu'on pouvait pas, mais je suis parti en randonnée, j'ai fait des activités où je pouvais être seul en fait. Et à ce moment-là, je sais que je détestais être avec du monde. Et si j'étais avec du monde, il fallait que je m'alcoolise énormément pour être jovial et pour communiquer et pour socialiser. Mais dans cette période-là, surtout, j'avais besoin d'être seul parce que je savais que personne ne me comprenait, personne ne ressentait ce que je ressentais. Et j'avais vraiment l'impression d'être seul au monde, alors que j'étais parfaitement entouré. C'était le sentiment que j'avais. Question numéro 3. Comment as-tu géré les moments où tu te sentais dépassé par tes pensées et tes émotions pendant ta crise existentielle? Du coup, comme je l'ai dit, la plupart
du temps, quand j'étais en plein dans ma crise existentielle et que je savais que c'était ça, globalement, ce que je faisais, c'est que je voulais être seul. Je voulais être seul pour réfléchir. J'essayais de trouver des réponses sur Google. Il y a notamment le blog de Mark Manson qui m'a aidé. C'est un blogueur de développement personnel américain. Sinon, j'essayais de regarder les expériences des autres personnes. J'écrivais aussi beaucoup dans un journal. Dès que j'avais des moments où j'avais des crises, où je savais plus comment, où aller, quoi faire, etc., j'écrivais dans mon journal. Et comme je l'ai dit, je lisais des livres. J'essayais de m'échapper un petit moment en fait. Et j'essayais de trouver quelque chose, une réponse à ce que je ressentais à ce moment-là. Soit j'essayais de trouver une réponse, soit j'essayais de trouver un échappatoire. Et ça a été difficile. Dans ces moments-là, honnêtement, c'est mieux d'être seul. J'ai jamais eu de pensée noire, mais dans ces moments-là, je voulais être seul. Et souvent, ce que je faisais, c'est que je buvais une bouteille, quoi, tout seul. Je sais que ça peut paraître pathétique là, mais dans ces moments-là où j'étais tout seul, où je me sentais pas bien, réellement, l'alcool, ça m'a aidé à me sentir mieux et ça m'a aidé à être plus introspectif et ça m'a aidé à dormir. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, je pense, c'est les films et tout ça qui essayaient de m'apporter du sens. Des titres des livres, des films ou des personnes qui t'ont particulièrement inspiré ou aidé pendant cette période. Alors, comme je l'ai dit, Mark Manson, c'est un bon début. C'est l'une des personnes qui m'a le plus aidé, en quelque sorte, même si je ne l'ai jamais rencontré. Son blog était super. Ça m'a éclairci sur beaucoup de choses, sur la vie, sur ce que je ressentais, sur pourquoi j'étais perdu, sur la quête de sens aussi. Il y a 2 livres que j'adore toujours et qui m'aident beaucoup. C'est Into the Wild et Eat, Pray, Love. Dans ces 2 films, c'est 2 personnes qui sont perdues exactement et qui partent dans un voyage initiatique. Et je sais pas pourquoi, mais ces 2 films-là, ils m'ont fait en fait donner envie de faire comme eux. Et c'est eux qui m'ont donné la motivation de partir en voyage à la découverte en fait. Parce que ils étaient perdus et le voyage, ça leur a apporté une réponse. Et du coup, c'est ce qui m'a donné la force de partir moi-même en voyage. C'est ce qui m'a donné cette idée. Et bref, ils m'ont donné envie de partir voyager. Il y a un livre que je conseille beaucoup, c'est The Quarter Life Breakthrough par Adam Smiley. C'est un livre sur la crise existentielle dans sa vingtaine. Et c'est de ce livre-là que je me suis inspiré et qui m'a fait comprendre que j'étais dans une crise existentielle en fait. C'est un livre que je conseille beaucoup. Pour l'instant, il est uniquement en anglais. Il y a un autre livre qui m'a beaucoup aidé. C'est How I Found Freedom in a Unfree World par Harry Brown. Et c'est vraiment un livre excellent. C'est ce qui m'a aidé à me déculpabiliser de partir voyager vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de mes sœurs, vis-à-vis de mon ex-employeur. C'est vraiment un livre excellent parce que tu te rends compte que dans ta vingtaine, il y a beaucoup de choses que tu fais, pas parce que tu le veux toi, mais parce que on t'a construit des barrières, on t'a éduqué dans une certaine forme de vie qui est acceptable et une forme qui n'est pas acceptable. Et ce livre-là, il t'apprend vraiment à comprendre comment tu peux te libérer de tout ça et pourquoi tu as besoin de te libérer de tout ça. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont libres dès la naissance, en fait, mais en fait, tu réalises après que ton cerveau, il construit de lui-même beaucoup de prisons mentales. Tu vas toujours trouver des excuses pour ne jamais prendre des risques et sortir de ta zone de confort. Et c'est vraiment un livre qui peut t'aider à te défaire de ces chaînes-là. Quand j'étais beaucoup plus loin dans ma crise existentielle, j'ai eu une période où j'étais au Pérou. C'était à peu près 1 an après que je suis parti en voyage. Je suis arrivé au Pérou et j'ai eu une crise existentielle de 1 mois environ, je crois, sur le fait de comprendre quel était le sens de la vie et quel était le sens de ma vie. Qu'est-ce que on doit faire dans cette vie en fait? Qu'est-ce que je dois faire dans cette vie aussi? J'ai eu une crise un peu spirituelle. Et dans ce moment-là, c'est pas un livre qui m'a aidé, c'est une philosophie, c'est une religion, c'est le bouddhisme en fait. J'ai pas lu de livre sur le bouddhisme, mais je vous invite vraiment à juste taper sur Google et je vous invite vraiment à regarder 4 principes du bouddhisme et à vous renseigner un petit peu sur cette philosophie et cette religion. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, notamment sur le fait que souffrir est une partie essentielle de l'existence. Bref, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ça, il y a beaucoup de conclusions et moi c'est ce que je vous invite à faire. Après bien sûr, ce que j'ai remarqué c'est que ces principes-là, ils sont pas uniquement dans le bouddhisme, ils sont aussi dans plusieurs philosophies comme le stoïcisme. Je sais pas si toi, tu as une affinité pour une certaine religion ou quelque chose comme ça, mais suivre un chemin spirituel, ça peut beaucoup t'aider. Et du coup, je vais en profiter pour dire aussi, n'hésite pas à regarder ma dernière vidéo sur le bouddhisme, peut-être que ça va t'éclairer un peu sur ce que je dis aujourd'hui là. Bon, désolé, là il va pleuvoir un peu, donc il y aura le son de la pluie, j'espère que ça va pour vous. Question numéro 5. Est-ce que tu as cherché de l'aide professionnelle pour faire face à ta crise existentielle, comme un thérapeute ou un conseiller? Bon, ça va être facile à répondre. Je vais dire non, tout simplement. J'ai pas cherché à avoir de l'aide parce que à cette époque-là, je trouvais ça stupide. Attention, je dis pas que c'est stupide de chercher de l'aide d'un thérapeute ou d'un psychologue. C'est juste qu'à ce moment-là, je trouvais moi-même ça stupide. Aujourd'hui, si je devais le refaire, je le referais pas non plus.
mais je conseille vivement quand même à ceux qui veulent le faire. Par exemple, Frédéric Shaw, j'ai lu son livre et lui, par exemple, il a consulté un psychologue pour faire face à ce problème et notamment à son problème d'identité aussi chinoise. Mais c'est quelque chose que je conseille de faire. Moi, j'ai juste pas voulu le faire parce que en fait, l'argent que je mettrais dans un thérapeute, en fait, je suis plutôt content de l'avoir dépensé en voyage parce qu'au final, après 2-3 années, peut-être que c'était plus long que voir un psychologue, mais je trouve que ça a été beaucoup plus éducatif, beaucoup plus enivrant, beaucoup plus riche en expérience que si j'allais voir un psychologue. Toute expérience qui va t'emmener hors de ta zone de confort, qui va te faire explorer de nouvelles choses, qui va te faire explorer de nouvelles passions que tu as, qui va attiser ta curiosité, toutes ces choses-là, en fait, je pense que c'est ce qui peut résoudre ta crise existentielle et que c'est une autre solution que voir un thérapeute. Après, bon, je suis pas un expert, je suis pas psychologue, donc mon avis, c'est que le mien, à toi de faire ton avis. Est-ce que partager ton expérience sur YouTube, ça t'a aidé à mieux comprendre ta propre situation? Comment est-ce que tu as trouvé le courage de parler ouvertement de ta crise existentielle devant une audience en ligne? Et est-ce que cette période de crise a eu un impact sur ton contenu en tant que youtubeur? Alors, premièrement, partager mon expérience sur YouTube, en fait, ça m'a fait réaliser que j'étais pas le seul dans cette situation et que c'était une situation qui était plutôt commune et que beaucoup de gens traversent à notre époque. Mais que, étrangement, c'est un phénomène assez occidental. Enfin, pas occidental dans le sens où c'est un phénomène qui arrive aussi dans les pays asiatiques, un phénomène de pays riches et modernes. Parce que quand je visite des régions dans le monde qui sont plus pauvres, en fait, ils ont moins ces questionnements sur la vie et sur leur but parce qu'en fait, ils ont déjà un but de leur vie. Bref, tout ça, ça fait revenir à la théorie de Maslow. La raison pour laquelle j'ai posté sur YouTube, c'est qu'à ce moment-là, dans ma vie, je voulais travailler sur ma vulnérabilité et sur le fait de... Et surtout, j'avais besoin d'exprimer mes sentiments quelque part dans un truc ouvert plutôt que dans un journal. Et c'est pour ça que j'ai posté sur YouTube. Il y a peut-être une petite pointe où je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être une vidéo qui va m'aider à avoir une audience, tu sais. Mais honnêtement, à ce moment-là, je ne pensais pas du tout à ça. C'était plus une vidéo que j'avais vraiment envie de faire pour moi et pour partager un sentiment que j'avais. Cette période de crise existentielle, honnêtement, je suis vraiment déçu qu'à cette époque, j'ai pas réussi à me défaire de mon perfectionnisme et de mon besoin que les vidéos soient super bien parce que à cette époque, étrangement, j'étais beaucoup plus émotionnel et le fait d'être dans cette époque noire, j'avais beaucoup plus d'inspiration, de créativité. Et tu vois que cette époque, mon contenu était beaucoup plus noir et je sais que je voulais écrire des choses beaucoup plus noires, tu sais, beaucoup plus sombres, aussi plein d'a priori et tout ça. Donc c'est vraiment dommage qu'à cette époque j'ai pas voulu créer du contenu plus continuellement, peut-être même chaque semaine, et que j'étais trop perfectionniste dans cette époque parce que c'est vraiment une période où j'aurais voulu produire plus de contenu. Et de manière générale, dès que je me sens triste, en fait, je sens que j'ai beaucoup plus de créativité. Étrangement, c'est moi. Quand je suis dans un état un peu plus triste, un peu plus sombre, tout de suite, je suis un peu plus émotionnel. Du coup, je sens que j'ai beaucoup plus de créativité. Ah putain, j'ai presque plus de batterie. Je vais changer. Bon, désolé s'il fait plus sombre, c'est que vous l'avez peut-être pas senti vous de votre côté parce que... mais en fait il y a eu un orage, du coup j'ai perdu internet pendant une bonne petite heure. Bref, on recommence. Qu'est-ce que j'ai dû travailler sur moi et quelles sont les étapes que j'ai suivies pour travailler sur moi pendant cette période difficile? Ok, ça c'est un très long sujet. Mais la première chose que j'ai dû faire, c'est me réquestionner sur beaucoup de choses. Sur qu'est-ce que c'est que le succès en fait. Qu'est-ce que c'est que le succès? Qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie? Et pour moi, avant, ma définition, c'était d'être riche, de faire carrière, d'avoir une femme, d'avoir des enfants, d'avoir la maison. Bref, de vivre une vie classique et de grimper les échelons petit à petit. Mais comme j'ai dit, tout ça, ça a perdu du sens pour moi. Ok les gars, je suis en train de faire le montage et je me rends compte qu'en fait, il y a des trucs que j'ai pas assez bien expliqués. Du coup, en fait, je vais me permettre de l'expliquer un peu davantage. En fait, c'est pas que ces choses, elles sont devenues insignifiantes à mes yeux, genre la richesse, la popularité, avoir des enfants, me marier. Tout ça, c'est pas des choses qui sont devenues insignifiantes à mes yeux. C'est juste qu'en fait, à l'époque, j'arrivais pas à mettre du sens derrière ça et je ressentais ça comme une obligation plutôt qu'un choix de ma part. Et je sentais que c'était quelque chose que je devais faire parce que c'était plus quelque chose que je devais faire parce que je devais faire comme tout le monde en fait. Et parce que tout le monde dans la société fait ça. La véritable chose qui me manquait derrière, c'était de trouver du sens à mes yeux. Pourquoi je voulais ces choses-là? Pourquoi je veux de l'argent? Pourquoi je veux être populaire? Par exemple, tu peux très bien vouloir de l'argent, mais si c'est juste pour un plaisir égoïste, si c'est juste pour accumuler de la richesse et impressionner les gens, moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me motive. Mais si par exemple tu veux gagner de l'argent, mais que tu veux utiliser cet
argent-là pour en faire profiter d'autres personnes. Par exemple, je sais pas, tu veux aider une cause, tu veux aider l'UNICEF, tu veux promouvoir, je sais pas, la culture chinoise. Moi, c'est des choses comme ça qui m'intéressent en fait. C'est mettre vraiment du sens dans le fait d'acquérir ces choses-là. Mais véritablement parce que tu veux aider certaines personnes. Et ça, c'est quelque chose qui me donne beaucoup plus de sens que ce que j'avais auparavant. C'est que j'avais besoin de trouver cette nouvelle définition. Et parce que j'avais besoin de trouver cette nouvelle définition, il fallait que je sorte de cette bulle où j'étais et que j'aille en dehors de ma zone de confort pour trouver d'autres définitions en fait du succès. Et c'est un peu ce qui s'est passé durant mon voyage, c'est que j'ai commencé à voyager et en fait dans chaque pays que j'ai rencontré, je me suis rendu compte que ok, la chose qu'on apprend dans ce pays, dans cette culture, c'est pas exactement la même chose que ce qu'on nous apprend en France. C'est que pour ces personnes-là, le succès pour eux, il est différent de ce qu'on rencontre en France. Bien sûr, il y a aujourd'hui dans le monde entier une certaine définition du succès qui est d'être riche. Ok, mais il y a différentes façons d'être riche. Et par exemple, dans les cultures comme colombienne ou d'Amérique du Sud, les liens affectifs sont beaucoup plus importants que la richesse. C'est une des choses que j'ai découvert, c'est qu'il y a d'autres manières d'envisager la vie. En fait, pour trouver d'autres définitions du succès, j'ai dû aussi commencer à faire mes passions. Et explorer mes passions, en fait, ça m'a fait me rendre compte de quelque chose. C'est que ce qui est le plus important pour moi, c'est d'être satisfait de moi-même. Peu importe le résultat, en fait. Bien sûr, l'argent, ça compte parce que tu as besoin de quelque chose pour vivre. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui comptait par-dessus tout, pour moi, c'est de progresser dans la vie. Par-dessus tout, de progresser dans ce que j'aime faire. Et c'est pour ça que explorer mes passions, sortir de ma zone de confort et pouvoir explorer mes passions, c'est la chose la plus importante pour moi que j'ai fait durant ce voyage. Parce que je me suis rendu compte que si je peux trouver quelque chose qui est en lien avec ma passion, si je peux trouver le moyen de gagner de l'argent avec ma passion et que je peux en vivre, c'est ce qui va faire que ma vie va être réussie. Parce que je vais être 100% satisfait de moi-même. Parce que quand tu travailles vers ta passion, tu progresses tous les jours et tu produis un résultat qui te plaît à toi et qui peut potentiellement plaire au monde. Mais surtout, d'abord, ça te plaît à toi. Et ce qui m'a fait me rendre compte de ça, c'est que auparavant, je pouvais gagner beaucoup d'argent, j'étais jamais réellement satisfait. Mais quand tu fais une de tes passions, par exemple, moi, c'est la danse ou le surf, quand tu prends une bonne vague, quand tu fais une bonne danse, quand tu sens que tu as progressé, il y a toujours cette satisfaction en toi qui arrive, cette satisfaction, elle reste en toi et à chaque fois tu te relances pour aller progresser encore plus et cette motivation, elle naît de toi, elle n'est pas de quelqu'un d'autre en fait. Quand on te propose de l'argent, la motivation, elle naît de quelqu'un d'autre. Mais quand c'est toi qui veux progresser de toi-même, ça c'est la chose la plus importante et quand tu y arrives, c'est la chose la plus satisfaisante au monde. Et c'est cette récompense-là que j'essaie d'atteindre dans ma vie maintenant. Donc ça c'est la première étape que j'ai fait, c'est de redéfinir ce que c'était que le succès pour moi. Et pour moi, le succès aujourd'hui, je vais le définir comme le fait, ok, en ce moment, ce que j'essaie d'atteindre dans ma vie, c'est de pouvoir vivre de ce que j'aime faire, pouvoir vivre d'une de mes passions, et en l'occurrence, la création de vidéos. Mais être satisfait de moi-même, c'est plus important pour moi que de toucher beaucoup d'argent ou être populaire. Et aujourd'hui, c'est ce que je peux définir. La deuxième phase que j'ai dû passer, la deuxième étape, c'est bien sûr de sortir de ma zone de confort et d'aller explorer mes passions, aller explorer d'autres idées, aller explorer d'autres cultures, tout ce qui peut m'inspirer en dehors de la bulle que j'ai vécue et qui va me donner de nouvelles idées, de nouvelles manières de penser. Et à la fin, en fait, tu vas avoir toutes ces expériences. Et en fait, c'est le fait d'avoir toutes ces expériences, toutes ces idées, etc., toutes ces valeurs nouvelles, d'avoir expérimenté tout ça, ça va te donner un pouvoir. Ça te donne la liberté de choisir ce que toi tu veux exactement dans ta vie. Si tu fais pas ça, en fait, le problème c'est que c'est comme si tu avais un jeu de cartes. En fait, à la naissance, on te donne une main spécifique. Si tu joues que avec cette main-là, ok, peut-être que tu peux gagner. Ok, peut-être que tu peux pas gagner. Parce que tout va dépendre de la main que tu vas recevoir dès le début. Mais si tu as cette possibilité d'aller piocher d'autres cartes chez d'autres personnes, tu vas voir qu'il y a d'autres possibilités qui vont arriver dans ta main et que tu vas pouvoir choisir comment tu vas jouer. Et c'est un peu ce qui se passe en fait, c'est que dès que tu sors de ta zone de confort, que tu explores d'autres idées, d'autres passions, en fait, d'autres pays, etc., d'autres valeurs, que tu expérimentes d'autres endroits géographiques dans le monde où tu pourrais potentiellement vivre, en fait, tu comprends qu'à ce moment-là, avec toutes ces cartes en main que tu as, ben en fait, tu as enfin le pouvoir de décider de comment tu veux créer ta vie. Et c'est plus les autres qui peuvent décider pour toi. Parce que tu sais pertinemment ce que toi tu veux et ce que toi tu veux pas. Ce que tu ressens de l'affection pour et ce que tu ressens pas de l'affection pour. Ce que tu aimes faire, ce que tu aimes pas faire. Et parce que tu as ce pouvoir de choisir, tu vas pouvoir décider de ta vie. L'une des autres étapes que j'ai dû vivre, du coup, c'est d'accepter d'être vulnérable pour pouvoir apprendre sur moi-même. Et de cette façon, en fait, c'est en découvrant ce qui compte pour toi, ce qui te touche émotionnellement, en fait, que tu peux comprendre vers quoi tu veux avancer dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux défendre comme cause dans ta vie? Qu'est-ce que tu sais que tu peux mourir pour cette cause? Et en fait, moi, par exemple, j'ai parlé de mon expérience personnelle. L'un des traumatismes que j'ai vécu dans ma vie, c'est de ne pas savoir si je suis un Français ou un Chinois. D'avoir toujours été un peu rejeté par ma culture française, d'avoir toujours rejeté un petit peu ma culture chinoise. Et ça, en ce moment, c'est ce qui me donne envie
envie d'explorer l'Asie en fait. C'est parce que j'ai vécu ce traumatisme quand j'étais plus jeune et en fait ce traumatisme il me donne envie d'explorer des choses en lien avec ce traumatisme. C'est-à-dire ça me donne envie d'aller en Asie pour comprendre c'est quoi le fait d'être chinois, de renouer avec mes racines, de pouvoir comprendre mon autre culture, comprendre pourquoi mes parents pensent ainsi, pourquoi je me suis senti ainsi toute ma jeunesse, pourquoi je me suis senti tellement en décalage avec la partie française qu'il y a en moi. Et me reconnecter avec ça, c'est quelque chose qui compte pour moi en ce moment. Il y a bien sûr d'autres traumatismes que j'ai vécu. La partie intéressante de naviguer pour se comprendre, c'est que ces traumatismes-là, si tu acceptes de les explorer, tu vas comprendre certaines choses, pourquoi tu réagis d'une certaine manière. Et comprendre pourquoi tu réagis d'une certaine manière, pourquoi ce traumatisme, comment il déclenche certaines émotions en toi, ça va te permettre de te libérer. En fait, en travaillant sur toi, tu vas comprendre comment arrêter d'être déclenché par ça. D'expérience personnelle, une chose, c'est que j'ai toujours ressenti de l'insécurité vis-à-vis d'une fille avec qui je sors et avec qui je suis très attaché. J'ai toujours l'impression que j'ai toujours été auparavant quelqu'un de très jaloux, peu sûr de moi-même en fait. Et ça en fait, c'est parce que je crois, parce que quand j'étais jeune, il y a toujours eu une partie de moi qui s'est sentie en fait moins bien que les autres personnes. J'ai jamais été une personne qui était assez bien pour une autre fille, pour ma copine. Et en fait, ce sentiment, souvent, il ressurgit et ça me rend soit très jaloux, soit comme si je n'avais pas confiance en cette fille. Et c'est quelque chose que j'ai travaillé parce que c'est ressorti il y a 2-3 ans quand je suis sorti avec une certaine fille en Colombie et j'avais ces émotions-là qui ont ressurgi et j'avais très peu confiance en moi alors que la fille était très amoureuse de moi. Et c'est ce qui a aussi ruiné notre relation. Donc, comprendre d'où viennent tes traumatismes, c'est ce qui va te permettre d'arrêter de ressentir certaines émotions. De comprendre que certaines émotions, c'est juste ce traumatisme qui te fait ressentir ça. Et du coup, ça va te permettre de pas être mieux en contrôle de tes émotions, mais de mieux les accepter et de comprendre ce qui se passe en toi. Et dans ce cas-là, tu vas pouvoir te dire, ok, là c'est juste ton imagination qui te joue des tours, détends-toi, c'est bon, ça va aller. Et bien sûr, apprendre sur soi-même, c'est aussi savoir ce que c'est que tes forces, savoir ce que c'est que tes faiblesses. Parce que on aimerait tous être forts dans tout, mais ce que j'ai découvert, c'est que en fait, on est tous talentueux dans seulement quelques petites choses. Et on est très mauvais dans beaucoup de choses. Et le but de se connaître soi-même, c'est de savoir dans quoi on est extrêmement bon et de se concentrer dessus. Parce que le truc, c'est que la vie est trop courte et on n'a pas le temps de devenir bon dans tout. On est tous talentueux dans quelque chose. Le but, c'est de découvrir dans quoi. Et souvent, c'est pas une découverte parce que moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que ce que j'aime faire, ce dans quoi je suis talentueux de base, en fait, c'est des choses que je fais depuis des années quand je m'ennuie. Et les choses dans lesquelles je suis mauvais et que j'ai envie d'être talentueux, c'est souvent des choses pour lesquelles j'ai envie de faire pour les mauvaises raisons, en fait. Parce que j'avais envie d'impressionner des gens, parce que j'avais envie de faire ça pour la richesse ou pour être populaire ou pour être cool. Il y a des choses dans lesquelles on est talentueux et le but, c'est de savoir dans lesquelles. Et souvent, si tu te poses des questions, de savoir ce que tu fais quand tu t'ennuies, tu vas te rendre compte que c'est ces trucs-là. Bien sûr, il y a d'autres choses. Moi, par exemple, j'adore danser, j'adore surfer, mais c'est pas des choses dans lesquelles je veux être excellent. C'est des choses que j'apprécie, mais c'est pas des choses dans lesquelles je veux être excellent. Et c'est des choses que j'apprécie parce que ça me fait me connaître davantage. J'apprécie le surf parce que je me sens mieux après une session de surf, je me sens détendu, je sens que j'ai travaillé sur moi, je sens que j'ai fait du sport, etc. J'adore danser parce que ça me fait rencontrer de nouvelles personnes, parce que ça me donne une nouvelle manière d'exprimer mon corps, mes émotions. Mais c'est pas des choses dans lesquelles je veux être talentueux. Réfléchir à la vie, raconter des histoires, créer des vidéos, c'est vraiment des choses dans lesquelles je veux être talentueux. Et ça fait partie de se connaître soi-même. La dernière étape que j'ai dû traverser, c'est trouver un sens à ma vie. Parce que, en fait, ce que j'ai réellement compris au final, c'est que la vie n'a aucun sens et que c'est à toi de fournir le sens que tu veux à ta vie. Et pour découvrir ce qui te touche, ce qui est important pour toi, il faut que tu traverses toutes ces étapes-là pour enfin savoir vers quoi diriger ta vie. Quand tu vas savoir vers quoi diriger ta vie, c'est ce qui va te donner du sens à ta vie. Parce que tu vas savoir qu'est-ce que tu veux défendre, qu'est-ce que tu es prêt à souffrir pour, qu'est-ce que tu es prêt à mourir pour. Quelles sont certaines des activités ou des pratiques qui t'ont aidé à trouver un sentiment de direction pendant cette période? Est-ce qu'il y a des activités créatives ou des passions que tu as découvertes ou redécouvertes pendant ta crise existentielle? Au départ, en fait, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel et en fait, ça m'a jamais vraiment aidé parce que c'était des activités un peu trop superficielles. Je dirais qu'en fait, les pratiques qui m'ont le plus aidé, c'est d'explorer mes passions, explorer ce que j'avais envie de faire. Parce que de ces passions-là, j'en ai toujours tiré une conclusion positive et ça m'a toujours permis d'avancer. Donc, si j'ai un conseil à suivre, c'est vraiment de suivre tes passions, suivre ta curiosité, ne pas te limiter, explorer tout ce qui te donne envie et d'y aller à fond. Donc, sortir de ta zone de confort, je veux dire, globalement, c'est une pratique qui m'a beaucoup aidé. Être vulnérable, être honnête avec soi-même, c'est-à-dire que
La vulnérabilité, c'est une pratique qui m'a beaucoup aidé. Être honnête avec soi-même, dire quand quelque chose ne va pas, admettre à soi-même qu'on a un problème, dire ce qu'on ressent à quelqu'un, dire à quelqu'un qu'on a un problème, que en ce moment dans sa vie ça va pas, et pouvoir mettre des mots sur ce problème et le partager. Ça, c'est une pratique qui m'a beaucoup aidé parce que ça m'a donné, parce que tout de suite, au lieu d'être fort, en fait, tu attires la compassion des gens et la compassion des gens, ils vont te donner leur point de vue en fait. Ça va te donner des mots sur des choses que tu n'arrivais pas à pointer le doigt parce qu'ils auront toujours une perspective différente. Donc être vulnérable, même envers soi, c'est-à-dire commencer à être vrai avec soi-même, c'est fait partie de la vulnérabilité, c'est-à-dire accepter que parfois tu fais des trucs qui sont ridicules, mais parfois que toi tu aimes bien en fait. Moi je suis un introverti, il y a des moments où je suis en groupe et je me tais parce que je sais pas quoi dire. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ces moments-là, le plus souvent la raison que je fais ça, c'est que le groupe de personnes avec qui je suis, ben en fait, ils m'intéressent pas. Ça m'intéresse pas de participer à la conversation. Et je suis avec ces personnes-là pour la mauvaise raison. Parce que être vulnérable avec soi-même, être honnête avec soi-même, admettre qu'il y a certaines choses que tu fais qui sont bizarres et que tout le monde ne va pas aimer, que c'est ok de pas être compatible avec certaines personnes. Parfois, il y a des choses que tu dois laisser aller. Et du coup, par rapport aux activités créatives ou les passions que j'ai découvertes ou redécouvertes pendant ma crise existentielle, en fait, il y a des activités que j'ai découvertes pendant ma crise existentielle parce que j'ai dû explorer beaucoup de choses, parce que j'ai voulu explorer beaucoup de choses. Mais globalement, les activités que j'ai découvertes ou que j'ai redécouvertes, en fait, c'était, comme j'ai dit, la création de vidéos, la philosophie, inventer des histoires. C'est des choses que je faisais déjà depuis que j'ai des gosses, en fait, et que j'ai souvent masqué parce que je trouvais que ça me rendait bizarre. Tout simplement, j'ai accepté d'être bizarre, en fait. Parfois, je peux écrire pendant 2-3 heures devant mon ordinateur quand les autres font une soirée juste à côté et les gens me trouvent bizarre, mais moi, je dis juste que, en fait, j'apprécie le temps que je passe, en fait, à écrire. Et c'est quelque chose que j'aime faire. Ok, encore une fois, les gars, je me rends compte qu'il y a des passages qui n'ont pas été enregistrés parce que, je sais pas, je crois que ma caméra, elle a changé de carte mémoire entre temps, puisqu'elle était out. Du coup, il y a des passages qui n'ont pas été enregistrés. Je me permets de le faire maintenant. Donc, il y a une question qui m'a intéressé, c'est comment tes proches ont-ils réagi lorsque tu leur as parlé de ta crise existentielle? En fait, le truc, c'est que moi, j'en ai pas parlé à ma famille. Peut-être qu'ils l'ont ressenti, mais j'en ai pas parlé directement avec eux parce que moi, dans ma famille, j'ai toujours été le grand frère. Parce que dans ma famille, j'ai toujours été le premier enfant. En fait, j'ai toujours voulu apparaître comme quelqu'un de fort. Et ce qui a fait que j'ai jamais osé parler de ça parce que j'avais l'impression que ça me rendait faible devant ma famille. Et en fait, un des trucs qui m'a marqué, c'est que quand j'ai décidé de faire quelque chose pour moi, quand j'ai finalement décidé de partir en tour du monde, ce qui s'est passé, c'est que mes parents, ils m'ont engueulé parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec moi, avec le fait que je parte en voyage, avec le fait que je prenne du temps pour moi. Parce que, en fait, ils viennent d'une autre culture, donc tout ça, le manque de sens et tout, c'est pas vraiment quelque chose qu'ils comprennent. Et ensuite, surtout parce que c'est une autre génération aussi. Eux, ils avaient d'autres priorités. Leur priorité, c'était d'élever leurs enfants. C'est ce qui leur donnait du sens à leurs yeux. Mais moi, en fait, à cette époque-là, j'arrivais pas à trouver du sens dans ma vie. J'arrivais pas à trouver une direction dans laquelle je voulais avancer. Ce qui a fait que, en fait, quand j'ai voulu partir pour essayer de trouver ce sens-là, pour essayer de trouver une chose pour laquelle je voulais lutter dans ma vie, en fait, ils ont pas tout de suite compris parce que il y a une différence culturelle et générationnelle et c'est ce qui ont fait qu'ils m'ont engueulé. Et par exemple, ma mère, le jour où je lui ai dit que j'allais partir, en fait, mes parents, je leur ai dit au dernier moment que je allais partir en tour du monde. Et ma mère, le jour où je lui ai dit, elle m'a engueulé, on s'est embrouillé et ensuite, elle est partie et elle m'a pas dit au revoir. C'est que 6 mois après elle a commencé à me reparler, mais pendant 6 mois, elle a fait silence radio et elle était totalement énervée. Mon père, il a fait à peu près la même chose. Je l'ai appelé la veille de mon départ. Je sais pas pourquoi j'ai pas voulu leur prévenir avant, sûrement parce que j'avais peur qu'ils me stoppent, en fait, je crois, et que je sente de la culpabilité sur le fait de partir. Du coup, c'est pour ça que j'aurais dit aux deux, au dernier moment, que j'allais partir. Mon père, je lui ai dit, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il m'a engueulé pendant une demi-heure au téléphone, et ensuite, il a fait tout le chemin jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle pour venir me voir, mais pour me donner des masques FPP2, je crois, c'est ça, FPF, je sais plus. Il m'a donné des masques, et je savais que c'était sa manière de me dire au revoir, quoi. Mais tout ça, ça me fait dire, en fait, c'est que quand tu vas vouloir changer de vie, quand tu vas vouloir prendre une décision qui est radicale dans ta vie et qui va changer beaucoup de choses, la plupart du temps, tes proches, ils vont pas te supporter dans ce que tu vas faire. Et c'est pas quelque chose de mauvais en soi, c'est pas qu'ils ont des mauvaises intentions, c'est que juste que, en fait, la plupart du temps, ils s'inquiètent pour toi. Bien sûr, il y a des gens qui vont prendre ça comme quelque chose de négatif parce qu'ils voient que tu progresses, mais la plupart du temps, tes proches, ils vont te dire des choses qui vont te bloquer, ils vont te culpabiliser, mais c'est pas de mauvaises intentions, c'est juste qu'en fait,
fait, ils ont peur pour toi. Et tu verras que quelques temps plus tard, en fait, une fois qu'ils vous auront vu que tu as évolué, que tu te sens mieux, que tu arrives à faire quelque chose de ta vie, bah, en fait, à ce moment-là, ils vont être rassurés et ils vont changer d'avis et ils vont commencer à te supporter. Moi, ma mère et mon père, ils ont beaucoup changé d'avis durant ces 3 années. Ma mère, maintenant, elle est beaucoup plus ouverte au fait que je voyage, même si elle n'est pas d'accord avec ça, elle est ouverte à ce fait-là. Elle voit que j'arrive à survivre. Donc, pour l'instant, tu vois, elle est pas 100% d'accord, mais elle a commencé à l'accepter. Et mon père aussi, de la même façon. Il y a une autre question, c'est quelles sont les erreurs ou les obstacles que tu as rencontrés en essayant de surmonter ta crise existentielle? Alors, le premier truc dont je me suis illusionné, en fait, c'est que, en fait, j'ai beaucoup cru que, comme dans les films, il y a un moment qui va se passer, il y a une rencontre qui va se passer, il y a un événement qui va se passer et qui va totalement bouleverser mes croyances et qui va changer totalement ma vie. En fait, quand tu vas te lancer, attends pas un moment spécial, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un miracle qui va arriver, il n'y a pas quelqu'un qui va venir te sauver, en fait. C'est à toi à travers ce que tu vas vivre, à travers tout ce que tu vas endurer, à travers tout ce que tu vas comprendre, c'est à toi de trouver les bonnes réponses. Et il n'y a pas un moment, il n'y a pas une personne qui va venir te sauver. Donc c'est vraiment à toi de faire le chemin et c'est vraiment à toi de tirer tes propres conclusions. Longtemps, j'ai cru que quelqu'un allait me donner une réponse. J'ai cru que j'allais trouver mes réponses dans... Je vais donner un exemple. Pendant un moment, j'ai beaucoup pris de drogues hallucinogènes parce qu'il y avait tout ce mysticisme derrière ça. Tu te dis que ces choses-là, elles te donnent une réponse, elles t'aident à mieux te comprendre. Et pendant une petite période, du coup, j'en ai pris beaucoup en espérant trouver une réponse derrière ça et que ça va m'éclairer davantage sur ma vie. Mais vraiment, déjà, je vous conseille pas de suivre ce chemin-là. En fait, la conclusion que j'en tire de ces trucs-là, c'est que ça t'aide à être plus introspectif, mais les réponses que tu vas trouver dans ces choses-là, elles sont pas forcément aidantes, en fait. C'est pas forcément des choses qui sont vraies. Les conclusions que tu en tires après ces expériences-là, il faut les prendre avec des pincettes. Je vais m'arrêter là, mais globalement, l'expérience que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas quelque chose de forcément nécessaire, une expérience à vivre, mais vraiment, c'est pas quelque chose qui va t'éclairer sur ton chemin, en fait. Et globalement, l'erreur que j'aurais fait, la plus grande, c'est de croire que quelque chose, quelqu'un, un événement va bouleverser ma vie et que après ça, tout sera plus clair. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de réponses concrètes. C'est à toi de les trouver et tu vas voir que en fait, les réponses que ça va te donner, tu vas trouver d'autres questionnements après. Ça va te donner d'autres questionnements. Et c'est ça la vie en fait, parce que tu vas résoudre des questions et il y a d'autres problèmes qui vont survenir. Pour surmonter plus facilement ta crise existentielle, je te dirais de rester ouvert à tous les événements. Et même si tu fais des erreurs, t'en fais pas, parce que souvent les erreurs, c'est ce qui va t'aider à trouver des indices qui vont t'aider à mieux comprendre ta situation et mieux comprendre qui tu es, mieux comprendre ce que tu aimes et mieux comprendre la direction que tu veux prendre ensuite. Quels sont les enseignements ou les perspectives que tu as acquis grâce à cette crise existentielle? Alors, bon, ça c'est super, ça va être un super chapitre encore. Ok, si je devais citer qu'une chose, c'est que avoir un sens dans sa vie, c'est la chose la plus importante qu'il existe. Et si ta vie n'a aucun sens, ta vie ne va être que souffrance en fait. Mais des souffrances que tu ne veux pas accepter, mais des souffrances que tu vas subir et qui vont te rendre misérable. Vivre, c'est souffrir. Sauf qu'il y a des choses pour lesquelles tu peux souffrir et que tu vas accepter. Il y a des obstacles il y a des obstacles pour lesquels tu as envie de lutter et il y a des obstacles qu'on te donne, qui te donnent envie juste d'abandonner. Et le pouvoir d'avoir un sens dans sa vie, quand tu commences à choisir ce qui compte pour toi, vers quoi tu veux avancer, vers quoi tu veux lutter, c'est que avoir ce sens dans ta vie, ça va te permettre de rendre l'existence un peu plus facile. Ça va te donner les motivations tous les jours, ça va te donner un endroit où aller et ça va te donner des objectifs à accomplir. Et surtout, ça va te donner confiance en toi, confiance en ce que tu fais, confiance en la vie de manière générale. Tu vas savoir pourquoi tu es là. Ça va te donner un sentiment de savoir pourquoi tu es là et pourquoi tu existes. Et la deuxième chose, je dirais, c'est qu'il y a beaucoup de définitions dans la vie que j'ai dû redéfinir. Par exemple, une des définitions que j'ai dû redéfinir dans ma vie, c'est le concept de bonheur. Et le concept de bonheur, pour moi, ça a toujours été deux choses. Le bonheur, ça a été soit le fait d'être une destination, c'est-à-dire que, par exemple, tu travailles toute ta vie et ensuite, à un moment, tu vas être riche et paf, ça c'est le bonheur. Ou alors, tu apprends à séduire et tu séduis beaucoup de filles et paf, un jour, tu vas rencontrer la bonne et ensuite, ça c'est le bonheur. Ou alors, tu travailles très dur, tu montes en grade et paf, un jour, tu es le PDG et là, tu es heureux et c'est le bonheur absolu. Cette définition du bonheur, elle est fausse. Et l'autre définition du bonheur que j'ai appris, c'est d'être toujours... Comment expliquer ça? C'est d'avoir toujours des hauts, en fait, dans la vie. C'est que le bonheur, c'est quand tu as toujours la meilleure maison, quand tu vis la meilleure expérience, quand tu as la meilleure voiture, quand tu as la meilleure nourriture, quand tu as le meilleur alcool, quand tu as le meilleur sexe, le meilleur voyage, quand tu as le meilleur... je sais pas quoi. Et l'accumulation de tous ces petits hauts, c'est ce qui provoque le bonheur. Ça, c'est une autre chose que je me suis rendu compte que c'est faux en fait. Et le bonheur, pour moi, j'ai dû le redéfinir comme un moment dans ta vie où tu ne veux pas que les choses elles changent. Et comment j'ai redéfini le bonheur
récemment, c'est que je me suis rendu compte que le bonheur, c'est être en paix. C'est ne pas vouloir plus que ce que tu as déjà, ne pas vouloir moins, bien sûr, que ce que tu as déjà, parce que tu l'as acquis. C'est vraiment un sentiment de paix générale dans ta vie où, globalement, tu n'as pas envie que les choses elles changent. Tu as un travail qui compte pour toi, tu sais pourquoi tu travailles, le matin, tu te lèves, tu as quelque chose à faire, tu sais ce que tu as à faire. Récemment, j'ai redéfini ma définition du bonheur comme un sentiment de paix dans la vie. Et beaucoup de fois, je l'ai eu dans ma vie. Et justement, c'est dans ces moments-là que j'essaie de me retrouver. Après, ça, c'est une autre chose. De manière générale, c'est que je me suis rendu compte que, en fait, pour beaucoup de jeunes dans les sociétés modernes, ce qui leur manque, en fait, ce qui rend nos sociétés malades, c'est bien sûr le manque de sens dans une vie, qui était auparavant fourni par la religion, par tout ce qui était un peu plus spirituel, par la philosophie, et que c'est cet aspect qui manque, en fait, dans notre société moderne. Parce que les gens, en fait, ils ont plus de cadre de vie, ils savent plus vers quoi aller, ils savent pas pourquoi lutter, en fait, en dehors de leur plaisir. Les gens, ils pensent plus qu'à sortir, à profiter de la vie. Et en fait, je me suis juste rendu compte que, moi personnellement, j'ai pas juste envie de profiter de la vie. J'ai envie d'apporter ma touche, j'ai envie de contribuer au monde. Ça me donne beaucoup plus de satisfaction que de profiter de la vie en fait. Et contribuer à ce monde, ça me donne plus de joie que de profiter, je sais pas, de la meilleure gastronomie dans un restaurant. Et du coup, dans cette idée, en fait, c'est que travailler en fait, c'est pas un fardeau. Travailler quand ça a une connexion avec ce qui a du sens pour toi et ce qui te passionne, bah en fait, c'est pas une corvée en fait. C'est quelque chose qui te donne du sens. C'est quelque chose qui t'apporte dans ta vie. Et le but, en fait, dans la vie, c'est pas juste de profiter, de pouvoir travailler dans ce qui te passionne et qui te permet de contribuer au monde. Et ça, c'est la vie pour moi. Est-ce que tu as modifié certains aspects de ta vie ou de ton mode de pensée à la suite de cette crise? Ouais, bien sûr, encore une fois, beaucoup de choses qui ont changé. Modifier certains aspects de ma vie, bien sûr. Maintenant, je suis digital nomade et j'ai pas envie de revenir à un travail au bureau. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je crois que j'ai plus envie de vivre tout le temps en France. J'ai vraiment envie d'avoir vivre dans notre pays en fait. Donc la Colombie c'est un des pays dans lequel j'aimerais vivre et j'aimerais aussi avoir un pied à terre quelque part en Asie. Donc l'un de mes buts dans ma vie là actuellement c'est de pouvoir vivre entre trois continents, parfois en France, parfois en Asie et parfois du coup en Colombie. Et d'avoir ces trois points de chute où ensuite je peux explorer un peu partout. Bien sûr le voyage ça va tout le temps faire partie de ma vie, je le sens. J'ai des moments où j'ai envie de moins voyager, j'ai des moments où j'ai envie de beaucoup explorer. Mais voilà, découvrir toutes ces choses sur moi, découvrir tout ce qui était important pour moi. En fait ça me permet de pouvoir choisir vers quoi je veux avancer ma vie et dans quoi je veux dédier mes compétences. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est précieux. Parce que je sais que maintenant, le voyage, c'est une partie de moi, que ça me passionne. Du coup, j'ai vraiment envie de partager ça à d'autres personnes. Et du coup, je suis en train de réfléchir à potentielle idée de business dans le voyage, en fait. Et c'est quelque chose que j'avais jamais auparavant pensé. Au fur et à mesure que tu explores tes passions, tu te rends compte qu'au bout d'un moment, en fait, tu deviens capable de quelque chose plus que les autres et qu'à ce moment-là, tu peux te permettre de proposer tes services à d'autres personnes. Quoi d'autre? Concernant mon mode de pensée, bon, c'est un peu tout ce que j'ai expliqué auparavant, mais ouais, du coup, je commence à sentir que la manière dont je pense est différente, que ça commence à se manifester dans ma vie. Et un truc, c'est que souvent, on pense que le changement, c'est direct, mais en fait, le changement, il vient petit à petit, en fait. Tu vas pas tout voir du jour au lendemain. Moi, en fait, souvent, parfois, je me dis, parfois, j'ai l'impression que j'ai pas avancé dans ma vie, et je regarde en arrière, et je me suis dit, waouh, en fait, si, j'ai avancé tout ça, en fait. J'ai vraiment progressé dans ma vie. Ouais, ça prend du temps entre quand tu adoptes une nouvelle croyance, que ça s'intègre à toi et qu'ensuite ça commence à se manifester dans ta vie parce que tu commences à prendre les décisions qui vont faire le changement de vie. Autre question, comment ta vision de toi-même a-t-elle changé à la suite de cette expérience? Quelles sont les leçons les plus importantes que tu as apprises sur toi-même pendant cette période? Ma vision de moi-même, ok. Une chose que j'ai trouvé intéressante, c'est que la plupart des choses que je trouvais qui étaient des défauts chez moi, en fait, je me suis rendu compte que c'était des qualités et que je devais embrasser ces choses-là. Je vais donner un exemple. Quand j'étais jeune, j'ai beaucoup été dans le développement personnel et dans le développement personnel, il y a un de ces trucs qui te fait dire que tu dois être sûr de toi, tu dois affirmer tes envies, être sûr de toi-même. J'ai toujours été quelqu'un de humble, j'ai toujours eu beaucoup d'humilité en fait. J'ai jamais voulu, afficher mes compétences, dire que j'étais bon dans quelque chose. À la place, j'ai toujours voulu que les autres se rendent compte que je fais c'est bien ou peut-être que c'est pas bien. J'aime pas affirmer que je suis bon dans quelque chose. Si tu trouves que je suis bon, super. Si tu trouves que je suis pas bon, ok ça va. J'ai jamais voulu affirmer ces trucs-là et j'ai jamais voulu affirmer que ouais
je vais être le meilleur au monde. Ok, quand j'ai des objectifs, je les affirme. J'ai jamais voulu être un but de ma personne. Il y a un événement qui m'a fait me rendre compte de ça, c'est que un jour, j'étais en train de discuter avec un Allemand. J'étais en train de parler de ma chaîne YouTube avec une autre personne et lui. Et j'étais un peu en mode, ah, c'est ma chaîne YouTube, mais bon, je suis pas très bon en vidéo encore. Il faut que je m'améliore. J'ai que 1400 abonnés, etc. Et le mec, il m'a dit, non, tu peux pas être comme ça, sinon tu vas pas réussir. Il faut que tu affirmes que tu es bon. Il faut que tu sois sûr de toi, que tu te dises que tu es le meilleur dans ces catégories-là, ou que tu vas être le meilleur. Mais c'est juste pas ma personnalité en fait. Je suis quelqu'un de humble. J'aime pas m'afficher comme ça. C'est pas que je manque de confiance en moi, c'est juste que j'aime pas m'afficher de cette manière-là. Et du coup, ça c'est une chose que je me suis rendu compte en fait, c'est que c'est ok d'être humble. C'est ok d'être humble parce que même il y a un aspect cool dans ça en fait, dans le côté d'être humble. Tu peux être excellent dans quelque chose et le fait d'être humble en fait, ça te rend cool parce que les gens ils se rendent compte que tu es compétent et en plus que tu essaies pas d'être prétentieux sur ça. Et ça te donne aussi le côté humilité en fait, ça te donne un pouvoir que j'ai découvert, c'est que parce que tu sais pertinemment que ce que tu fais est pas forcément bon, tu vas toujours vouloir donner le meilleur de toi-même. Et c'est ce côté-là de l'humilité que j'aime beaucoup, c'est que je veux pas affirmer que je suis le meilleur parce que je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que moi, mais mon but en fait, c'est que j'arrive à faire aussi bien qu'eux. Et ça c'est le pouvoir de l'humilité. Et c'est une des choses qui a fait que je cultive cette humilité maintenant tout le temps sur tout ce que je fais dans ma vie et que voilà, si moi personnellement je me sens pas bien dans quelque chose, je sais que ça va me donner la force de progresser. Autre valeur que j'ai redécouvert aussi, c'est l'honnêteté, la gentillesse et le respect envers d'autres personnes. En France, je sais pas pourquoi, mais il y a ce côté un peu où on aime lutter contre l'autorité. Ça donne un aspect cool aux gens. Et moi, j'ai jamais compris ça parce que, par exemple, quand j'étais au lycée, il y avait beaucoup de jeunes qui aimaient être en confrontation avec les profs. Et ça leur donnait un certain aura auprès d'autres élèves parce que ça les rendait cool. Moi, j'ai toujours trouvé ça outrageant et j'ai toujours cultivé le respect des autres personnes parce que c'est la manière dont je suis. Et parce que, ouais, j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec cette valeur-là. J'ai pas envie que quelqu'un d'autre me respecte pas. Le respect, c'est fondamental pour moi. Donc, c'est quelque chose que je valorise beaucoup. Et ensuite, l'honnêteté. Une chose que j'essaie de changer chez moi, c'est que j'essaie de plus mentir du tout. Parce que mentir, c'est facile. Mentir, ça te permet d'avoir des choses et ça te déresponsabilise en fait de toi-même. Et c'est pour ça que j'essaie de ne plus mentir. Et surtout, quand tu mens à d'autres personnes, en fait, tu te mens à toi-même aussi. Quand tu mens, en fait, ça t'enlève cette capacité à être responsable de tes actions, de tes mots, de ce que tu fais ou ce que tu dis. Pour moi, c'est un peu comme si ça m'enlevait mon honneur, en fait. Du coup, c'est pour ça que maintenant, j'essaie d'être le plus honnête possible. J'essaie de jamais mentir. Parce que mentir, oui, ça facilite la vie, mais en fait, ça te détruit petit à petit. Bref, beaucoup de choses comme ça où je me suis rendu compte que les défauts que j'avais auparavant, c'est devenu des qualités, en fait. Et en fait, je me suis juste rendu compte que affirmer ces défauts que j'avais, que je pensais avoir, comme le fait aussi de pas vouloir communiquer avec tout le monde, comme le fait de parfois pas parler, de pas être un bon communicant. Et par exemple, dans cette idée d'être honnête, par exemple, souvent quand j'étais avec mes parents, avec ma mère et mon père, c'est que dans les familles chinoises, cette honnêteté, en fait, ça a été considéré comme un défaut par mes parents, parce que moi, j'ai jamais voulu mentir à un client, par exemple. Et dans cette idée d'honnêteté, souvent, ce que je suis en confrontation avec d'autres personnes, c'est qu'aujourd'hui, dans le marketing, on pense que c'est bon de pas être honnête avec d'autres personnes. Ça m'a souvent irrité avec mes parents parce que quand ils négociaient avec leurs prestataires ou des clients ou des fournisseurs, il y avait toujours un brin de mensonge dans ce truc. Et moi, ça m'a toujours dérangé à ce moment-là de pas être honnête avec l'autre personne. Et je me suis juste rendu compte en fait, c'est devenu un filtre pour d'autres personnes. Par exemple, dans le sujet de l'honnêteté encore, si j'arrive pas à être honnête avec une personne avec qui je vais travailler, en fait, je trouve que c'est un filtre parce que si je peux pas être honnête avec lui, il va pas être honnête avec moi et du coup, on va s'arnaquer entre nous quoi. Pourquoi je peux pas être honnête avec cette personne-là? Qu'est-ce que je fais de mal qui fait que je peux pas être honnête avec cette personne-là? Et voilà. Du coup, souvent je suis en confrontation avec des personnes qui pensent que le marketing c'est un peu tromper l'autre personne, et que négocier c'est aussi mentir, etc. Qu'il faut pas être tout à fait honnête, qu'il y a des techniques et tout ça pour avoir plus d'argent ou des choses comme ça. Ouais, mais dans ces moments-là aussi, tu romps la relation. En fait, la relation, elle est pas saine, en fait. Et du coup, moi, je filtre ces gens-là maintenant parce que je sais que je pourrais pas travailler avec eux, en fait, tout simplement. Si je trompe quelqu'un, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler. Et pareil, du coup, dans l'idée d'être introverti, ouais, je suis introverti, mais je me suis rendu compte que, en fait, j'aime parler, j'aime discuter, j'aime les conversations. C'est juste qu'il y a des personnes qui ont des conversations qui m'intéressent pas, en fait. Et s'il y a beaucoup de conversations avec ces gens-là qui m'intéressent pas, le problème, c'est cette personne-là. Du coup, l'un des plus grands changements sur moi-même, c'est que j'ai vraiment compris ce que je veux et ce que je veux plus dans ma vie et que, ouais, j'accepte de faire le choix. Ouais, je me suis rendu compte que beaucoup de défauts que j'avais, c'est devenu des qualités, en fait. Comment ta crise existentielle a-t-elle affecté ton attitude envers les succès et les échecs dans ta vie? Tout simplement, pour faire simple, j'ai plus vraiment peur des échecs parce que je me suis dit que les échecs, c'est des leçons à apprendre et que
ça fait partie de la vie et que en fait tous les obstacles que tu vas rencontrer, en fait il y a une leçon à tirer derrière. Et parce que la seule manière qu'on a d'évoluer dans la vie, c'est de tenter des nouvelles choses et d'échouer. Et si tu échoues pas, tu peux pas comprendre. Et si tu échoues jamais, c'est que tu fais rien dans ta vie en fait. C'est que tu restes dans ta zone de sécurité. Et si tu veux progresser dans la vie, n'importe quoi, que ce soit dans le sport, dans un métier artistique, dans la création de vidéos, je sais pas, je commence à être fatigué. Mais si tu veux progresser, il faut apprendre à échouer parce que c'est la seule manière d'apprendre. Et si tu échoues pas, c'est que tu essaies pas des choses différentes en fait. Globalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que la vie est un voyage. Il n'y a pas vraiment de destination à atteindre en fait. Et qu'il y a juste un voyage à vivre. Parce que même quand tu auras accompli quelque chose de grandiose, bah derrière, il y aura toujours quelque chose que tu voudras accomplir. Donc il faut arrêter de voir la vie comme un voyage avec une destination, mais voir la vie seulement comme un voyage. Comment envisages-tu l'avenir maintenant que tu as traversé cette crise existentielle? Est-ce que tu envisages d'utiliser ce que tu as appris de ta crise existentielle pour inspirer et aider les autres? Bref, sinon, de ce que j'ai appris de ma crise existentielle, j'ai pas envie de faire un business de tout ça. Le but, c'est pas de devenir un gourou, mais si je peux aider certaines personnes à trouver un sens à leur vie, je sais pas. Et c'est vers quoi je me tends en ce moment. Aider les gens à trouver un sens à leur vie. Aider les gens qui sont perdus. Parce que je sens que quand tu commences à trouver un sens dans ta vie, tu commences à trouver comment contribuer au monde. Et c'est ça que j'ai envie de faire. C'est que quand tu trouves enfin une raison pour laquelle vivre, en fait, c'est jamais un truc égoïste, mais c'est toujours un truc qui contribue au monde entier. Et c'est pour ça que je pense que j'ai envie d'aller vers ce côté-là. Et pas d'en faire un business, bien sûr, mais d'aider. Est-ce que ça t'arrive d'avoir l'appréhension de revenir en France, par exemple, parce que tu ne fites plus avec la société, parce que tu vas retrouver ta famille et des amis qui connaissent le toi d'avant, mais pas celui d'aujourd'hui, parce que tu as peur de régresser, etc. Est-ce que j'ai l'appréhension de revenir en France? En fait, le truc, c'est que je suis revenu en France en novembre de l'année dernière, en novembre 2022. Le premier mois, ça s'est bien passé. Le deuxième mois, ça a été horrible. Je suis revenu en plein hiver. J'ai eu ce coup au moral quand je me suis retrouvé dans l'ambiance parisienne. Et franchement, j'ai détesté vivre à Paris à ce moment-là. En fait, des choses que j'ai compris, c'est que c'est pas que j'aime pas vivre en France, c'est que le niveau d'existence en France, en fait, il faut que je travaille à fond. Il faut que je revienne à ma vie d'avant si je veux revenir en France. Donc, pour l'instant, je pense pas que je vais revenir en France tant que j'ai pas un revenu qui me permette de vivre bien en France, quoi, tout simplement. Est-ce que j'ai l'appréhension? Non, parce que, en fait, tout de même, tu vois, parce que quand je suis revenu en France la dernière fois, je me suis senti connecté de nouveau avec plein de choses, avec mon histoire, avec ma culture, parce que je me sens français aussi d'un côté. Vis-à-vis de mes amis, j'en ai retrouvé beaucoup. Et tu sais, les amis qui comptent vraiment. Tu sais, j'ai pas changé au point où je suis devenu quelqu'un de totalement. Où j'ai totalement changé, j'ai d'autres idées, je suis devenu totalement loufoque, tu vois. Tous mes amis, je leur reparle encore. Et ouais, j'ai pas eu ce virage à 180 degrés où je suis devenu quelqu'un d'autre. Non, c'est juste moi, c'est juste que maintenant je suis plus sûr de moi en fait, de moi-même et de ce que je veux dans la vie. Et comme je l'ai dit avant, les amis qui sont là pour toi, ils vont toujours te soutenir dans ton évolution personnelle. Et ceux qui sont pas là et qui voient que tu as changé, ils vont te critiquer en fait. Et c'est pas les amis que tu veux avoir dans ta vie, tout simplement. Mais les amis proches que j'ai, c'est des amis que je connais depuis longtemps. On reste connectés grâce à notre histoire, à cause de la nostalgie qu'on a vécue ensemble. Et ouais, on a des chemins différents maintenant. Il y en a qui sont papas, il y en a qui ont des enfants. Moi, je crois que je suis l'un des derniers à être célibataire. Le truc, c'est que en fait, il n'y a pas de choses qui ont changé. En fait, ils connaissaient le mois d'avant, ils m'acceptent le mois d'aujourd'hui, et j'ai pas fait de virage à 180 degrés au point où je suis devenu quelqu'un de totalement différent qu'ils n'arrivent pas à reconnaître. Non, c'est juste moi, c'est juste que il y a des choses que j'affirme davantage en fait. Et pas de regresser. Ouais, comme je l'ai dit, du coup, en fait, j'ai pas envie de revenir à ma vie en France pour l'instant parce que si je reviens avant, en fait, j'aurais l'impression de régresser parce que je vais revenir à mon boulot d'avant. J'ai eu beaucoup de peur en fait la première année de revenir en France parce que je sentais que j'avais pas trouvé les bonnes réponses. Je sentais que j'étais pas encore sûr de moi-même et que justement si je rentrais en France, en fait, j'allais perdre tout ce que j'avais accumulé en cours de route. Aujourd'hui, c'est bon, je sais les réponses. Bien sûr, ça peut changer dans quelques années, mais aujourd'hui, je suis assez confiant en moi pour rentrer en France et me dire que, ok, ça c'est quelque chose qui me convient pas. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Je suis resté 4 mois en France et je me suis rendu compte que voilà, la vie que j'avais en France, elle me convenait pas. Et du coup, c'est pour ça que je suis reparti en Asie parce que voilà, cette vie-là, elle me convient mieux. Sinon, ouais, il y a des environnements dans lesquels je veux plus travailler. Et est-ce que je fit plus avec la société? C'est drôle, hein, parce que en fait, maintenant quand je reviens à Paris, je me rends compte que en fait, beaucoup de hipsters, de gens comme ça, tous ces gens un peu artistiques et tout ça, je me rends compte que c'est un peu. Ce qui m'a dérangé le plus à Paris, c'est que je me suis rendu compte à quel point on était privilégié dans les sociétés occidentales, que on a des problèmes qui sont totalement différents en fait. Par exemple, quand quelqu'un me dit qu'il a été, je sais pas, en Asie, qu'il a acheté ce truc-là, que ça a été super cool et tout ça. Bon, je sais pas comment expliquer ça encore. Je fit plus avec la société parce que en fait, il y a certaines choses qui me dépectent. Genre, les personnes dont le seul focus dans la vie, c'est d'être populaire, d'être riche et qui sont superficielles, qui veulent ces choses-là, en fait, ils m'intéressent plus du tout.
Et ça, c'est une grande part de la population. En fait, je me suis juste rendu compte à quel point en fait, on était privilégié dans les sociétés occidentales. Parfois, quand on me parle de quelque chose en France, mais je me dis, c'est tellement éloigné de 90% de la population mondiale en fait. Bien sûr, il y a des problèmes dans la société occidentale qu'il faut travailler, mais parfois, et j'ai pas envie de parler de ça en ce moment parce que j'ai pas envie de communiquer dessus. Parce que, en fait, c'est des sujets qui sont très polémiques. Tout ce qui est woke culture, par exemple, c'est tellement éloigné de la réalité de beaucoup de monde. Et il y a une autre chose que j'aime plus trop aussi, c'est par exemple, souvent j'ai des amis à Paris et ils me disent d'aller dans un nouveau restaurant trendy, tu sais, où ils servent, je sais pas, des arepas comme en Colombie, etc. Ça leur donne un peu ce sentiment d'être cool ou d'être dans ce restaurant parce que c'est un peu exotique pour eux, tu sais. Tu sais, l'arepa, c'est une street food et tu vois, quelque chose qui est exotique pour eux, c'est une marque de prestige pour eux, ou je sais pas, un espèce de collier qui vient d'autre part, c'est une marque de prestige. Honnêtement, je sais pas comment définir tout ça, mais actuellement, il y a quelque chose que je rejette des sociétés modernes, parce que, bon bref, je vais laisser ce passage-là parce que j'arrive pas à mettre des mots dessus encore, et je sais pas comment expliquer, mais peut-être que tu vas comprendre. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui traverse également une crise existentielle en ce moment? Premier conseil, c'est pas un travail intellectuel, c'est pas un travail que tu vas résoudre chez toi, donc lance-toi et sors de ta zone de confort. Juste fais-toi les premiers plans, donne-toi une direction, fais-toi une liste des choses que tu as envie d'accomplir dans ta vie, que tu as toujours voulu faire, et travaille pour aller vers ça. Et surtout, suis ta curiosité, suis ce qui te donne envie, même des choses que, je sais pas, qui sont tabous, que les gens ils te disent que c'est dangereux. Je sais pas, pour moi, sauter en avion, tu vois, les gens ils ont dit que c'était dangereux. Aller en Colombie, pour moi, les gens ils ont dit que c'était dangereux, qu'il y avait trop de criminels là-bas. Suis les choses qui te donnent envie, suis les choses que tu as toujours voulu faire, suis les choses que tu sens que tu as besoin de faire. Et aussi pour la personne qui pose cette question, j'ai envie de dire, c'est pas ton boulot de changer la personne. C'est à la personne de trouver les solutions lui-même. C'est pas à toi de le guider cette personne-là. Honnêtement, laisse-le. S'il va mal, laisse-le aller mal. Parce que parfois, on a vraiment besoin de toucher le fond pour comprendre qu'on a besoin de changer. Et c'est un peu ce que j'ai fait moi. C'est que je me suis laissé toucher le fond et comme ça m'a donné envie de changer. Et dernier mot, c'est vraiment de comprendre que vivre c'est un voyage, il n'y a pas vraiment de destination et que c'est à toi de créer ton chemin. Et pour comprendre ce chemin, lequel tu veux choisir, parce qu'il y a des milliers de chemins, en fait, il faut que tu expérimentes beaucoup de choses. En expérimentant beaucoup de choses, en comprenant ce qui compte pour toi, ce qui te touche émotionnellement, tu vas pouvoir choisir le chemin qui te correspond à toi et créer ton propre chemin. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, t'as pas besoin de suivre le chemin de quelqu'un d'autre. Tu peux créer ton propre chemin. Et ça, c'est le but à la fin de ta crise existentielle, c'est de comprendre le chemin que tu veux suivre toi. Trouve ton propre rythme et embrasse les changements. Voilà, j'ai trop parlé là, j'ai vraiment la gorge sec. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais j'espère que ça vous aura aidé. Je vais faire une vidéo un peu plus condensée là la prochaine fois, un peu en genre mode 5 étapes pour sortir de ta crise existentielle. J'ai un peu lâché tout ce que j'avais dans mon esprit. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. J'espère que sincèrement ça t'aura aidé. Ouais, j'utilise vous, tu, je sais plus ce que j'utilise dans cette vidéo. Je suis fatigué là. J'ai juste en envie, c'est d'aller boire un verre d'eau. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura aidé et sincèrement, je te souhaite beaucoup de courage dans ce voyage. Crois-moi, c'est juste une période de transition et tu vas vraiment sortir plus fort de tout ça. Surtout si tu acceptes d'embrasser les changements et que tu trouves ton propre rythme. Je te fais confiance, lâche un commentaire si cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à lâcher un like aussi. Vraiment, merci de m'avoir écouté. Bon courage à toi. Si tu as besoin, tu peux m'envoyer un message par mail, sur Instagram. Et bien sûr, il y a mon Discord en lien de description où quelques personnes ont également des crises existentielles. Donc vous pouvez aussi parler de ça entre vous. Salut et à la prochaine les gars.